Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir et un grand honneur de commencer cette session d'actualisation, de conférence d'actualisation sur les situations à risque en anesthésie. Et je remercie le comité d'organisation de l'ASFAR pour son invitation à parler d'un sujet important qui nous concerne tous et qui a évolué ces dernières années. On va essayer de faire le point sur l'essentiel. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer sur le sujet. Les algorithmes actuels en vigueur datent, comme vous le savez, de la dernière conférence de 2017, organisée par l'ASFAR et publiée en 2017, avec en point d'orgue deux algorithmes distincts, et la dichotomie se fait essentiellement sur l'intubation prévue et non prévue. Et la nouveauté en 2017, c'était l'introduction des vidéolaryngoscopes dans l'intubation difficile prévue, dès lors qu'on avait deux critères d'intubation difficile détectés. Une année plus tard sont sorties les recommandations sur l'intubation et l'extubation du patient en réanimation, pas obligatoirement difficile, mais en réanimation, avec un algorithme un peu plus complexe. Et là, la dichotomie se fait sur un score, le Makosha score, qui déclenche ou non l'utilisation du vidéolaryngoscope. Et puis, vous le savez, toutes et tous, beaucoup de choses se sont passées depuis 2017, avec une crise sanitaire historique qui a mis notre spécialité au premier plan et qui a mis en exergue, je dirais, deux dispositifs médicaux, la vidéolaryngoscopie et l'oxygénation nasale à haut débit. Puis s'en est suivi une crise des dispositifs médicaux. Ça ne concerne pas que l'anesthésie et réanimation, mais ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est évidemment des ruptures de matériel qui s'en sont suivies pour des causes évidemment multiples, avec des problèmes de disponibilité de matériel comme le Fast Track ou les oxygénateurs de Henk. Et puis en 2022, l'ASFAR a organisé et publié des recommandations sur le facteur humain en situation critique. Ce sont des recommandations que je vous invite à lire parce qu'elles sont passionnantes. Elles changent un peu le point de vue de notre métier qui est souvent orienté vers la performance individuelle et surtout l'utilisation du matériel. Et ça nous permet de changer d'angle un peu et de voir les choses différemment. Et je pense qu'il est temps maintenant de pouvoir intégrer de façon très pratique et très pragmatique ces facteurs humains dans les futurs algorithmes de la prise en charge des voies aériennes. Et en 2022, l'ASA a publié de nouvelles recommandations qui mettent aussi en lumière l'intérêt potentiel des facteurs humains dans la gestion des voies aériennes. Alors justement, l'anticipation et le facteur humain, est-ce qu'il y a des nouveautés là-dessus ? En 2019 est publiée une étude qui est une revue de la littérature assez exhaustive. Vous voyez, 62 études qui datent de 1946 à 2018. Donc on imagine bien que le matériel a évolué. Et on essaye de voir s'il y a des nouveaux outils de prédiction clinique. Eh bien, en fait, on se retrouve toujours avec ce bon vieux score de Mal-Empathie qui a toujours montré sa robustesse. Et puis, une chose peut-être un peu nouvelle qu'on n'utilise pas de façon aussi fréquente dans notre quotidien, c'est le upper lip test. Et c'est celui qui est le plus robuste pour détecter des critères d'intubation difficiles. Ce que nous apprend cette étude, c'est qu'au final, il n'y a aucun critère clinique qui peut éliminer à 100% une intubation difficile, vous le savez bien, mais c'est important de le rappeler. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'il faut toujours se préparer à être surpris, comme en situation de crise. Je pense que le professeur Rowe nous en parlera tout à l'heure. Mais cette capacité à être surpris et à déclencher des mécanismes réflexes est importante. J'en veux pour preuve ce cas clinique. On peut imaginer que vous êtes dans un déchocage et que vous devez prendre en charge ce patient en détresse respiratoire, non encore intubé, dans le coma. Vous décidez de l'induire, lui faire perdre sa spontanée. Il va falloir gérer cette situation qui n'est pas simple. Et puis, il ne faut pas oublier d'associer les autres risques, selon l'adage d'un ancien président. Il y a l'unité de lieu, comme au théâtre. On est parfois hors bloc opératoire, sur des terrains préhospitaliers ou dans l'hôpital, mais en dehors du bloc opératoire. L'unité de temps compte aussi. Ce n'est pas la même chose de faire face à une situation d'intubation difficile en plein jour avec du monde ou en pleine nuit à 4 heures du matin avec un manque de sommeil. Et puis, l'unité d'action. C'est-à-dire que certains gestes sont des gestes très rares et personne ne peut prétendre en être complètement expert. Et puis, il faut associer aussi à l'intubation les risques de ventilation difficile. On focalise souvent la stratégie sur l'intubation, mais il faut associer les autres risques, et notamment aussi la réserve en oxygène et le risque d'inhalation et la nécessité de faire une séquence rapide. Le professeur Plot nous en parlera juste après. Donc finalement, plutôt que de s'orienter directement sur le matériel, la première question qu'il faut qu'on se pose, c'est de faire une analyse entre le danger et le risque. Est-ce que l'intervention qui est prévue est réellement nécessaire ?
Et en fait, c'est quelque chose qu'on nous enseigne assez peu, c'est la différence entre un danger et un risque. Dans la salle, il y a probablement des gens, et j'en fais peut-être partie, qui sont d'intubation difficile sans le savoir, qui constituent un danger, mais le risque interviendra à partir du moment où on décidera de leur faire perdre leur spontané. Et ça, c'est un événement très fort, c'est-à-dire de décider de mettre un malade en apnée. On a un contrat avec ce patient à ce moment-là. Et donc, faisons attention, avant de choisir quel matériel on va utiliser, de ne pas transformer un danger en risque. Et on peut avoir des alternatives, comme reporter la chirurgie, ou alors envisager la LR. Alors, je n'ai pas la réponse à toutes les questions, mais en tout cas, il faut se poser les questions, et notamment quand vous avez ce genre de patiente. Est-ce que vous faites une AG, une rachie? Certains choisiront l'AG d'emblée pour éviter les complications respiratoires péropératoires. Je n'ai pas de réponse exacte, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut bien le documenter et puis informer les patients et les proches avant l'induction. Et cette analyse bénéfice-risque, elle doit être collégiale, et c'est là que les facteurs humains nous en apprennent beaucoup. On a été un petit peu biberonné à la performance individuelle depuis notre première année de faculté. Et puis, il faut éviter de tomber dans ce syndrome du pont de la rivière Kwai, c'est-à-dire de privilégier la solution plutôt que le but, c'est-à-dire soigner sans dommage. C'est quand même la base de notre serment. Et donc, cette analyse collective, elle est très importante. Et au CHU de Nantes où je travaille, je sais que quand on est face à des intubations difficiles prévues, moi, je fais toujours intervenir le chirurgien dans la discussion pour prendre une décision collective. Il y a des facteurs humains négatifs, et puis vous verrez qu'il y a des facteurs humains positifs. Alors, les facteurs humains négatifs, c'est des facteurs collectifs qu'on connaît, l'effet de majorité, l'effet de pression hiérarchique. Il y a des facteurs cognitifs, comme l'effet tunnel, la destinationnite, le verbiage, le jargonnage. Et puis des facteurs institutionnels, la peur d'être puni par la hiérarchie et les nombreuses règles. Mais les facteurs humains, c'est aussi des choses très positives, et vous faites, comme la prose de M. Jourdain, vous faites tous du facteur humain au quotidien et du facteur humain positif. C'est la collégialité, c'est les staffs, les réunions multidisciplinaires qu'il faut encourager. C'est la communication intense et généralisée, faire des briefings et des débriefings. Et puis c'est avoir du débat contradictoire. On a le droit de ne pas être d'accord, on peut se respecter. On a le droit d'avoir des avis divergents et on va trouver une solution ensemble. Si on revient sur nos algorithmes en question aujourd'hui, quand on réfléchit aux algorithmes de 2017, finalement, la seule différence entre les deux, c'est quoi? C'est que quand on est face à une situation non prévue, eh ben, il y a un effet de surprise qui est gigantesque. Et on est en plein dans le facteur humain, dans le stress, dans la sidération, le tunnel. Et puis le deuxième point très important, c'est qu'on n'a plus le choix de faire de l'AVS. Le malade est en apnée. Et le luxe, finalement, c'était d'avoir le choix. Donc n'oublions pas toujours de bien y réfléchir avant. Et quand on regarde les situations catastrophiques qu'on redoute tous de patients non intubables, non ventilables, on se rend compte que la plupart du temps, quand on analyse les situations, c'est rarement un défaut de matériel ni de compétences, mais c'est un défaut de prédiction et de planification qui a fait rentrer le système collectif dans un tunnel. Et donc on vous encourage, et les recommandations sont très claires là-dessus, sur le fait de faire des débriefings et des briefings. Alors un briefing, ce n'est pas obligatoirement une réunion dans une salle fermée. Ça peut être un instant, quelques minutes juste avant l'induction, de se mettre d'accord avec son équipe sur la stratégie, le plan A, le plan B, le plan D. Et puis, dans les algorithmes, ne pas penser toujours que l'objectif, c'est d'intuber. N'oubliez pas que l'objectif, c'est d'oxygéner et que la stratégie, c'est les moyens pour parvenir à cet objectif. Et l'intubation n'est qu'un moyen, et ce n'est pas le seul, loin de là. Et à mon sens, c'est l'objectif des algorithmes, c'est de faire comprendre, de ne pas confondre cet objectif et cette stratégie. Il y a deux algorithmes qui se suivent en parallèle, et ça, on l'oublie souvent. C'est l'algorithme de l'intubation et l'algorithme de l'oxygénation. Et dès lors qu'on est en difficulté d'intubation, on va finalement avoir un patient qui va désaturer. On rebascule dans l'algorithme de l'oxygénation. Et à ce moment-là, une fois que le patient resature, on peut envisager, mais ce n'est pas obligatoire, de rebasculer dans l'algorithme de l'intubation. Alors si on prend les données, il n'y a pas beaucoup de données récentes et il y a peu de données françaises. Les dernières données importantes sont les données du NAPFOR de 2011, données anglo-saxonnes, qui montrent que parmi les incidents liés à la gestion des voies aériennes, 40% sont liés à des échecs d'intubation, des difficultés ou des échecs d'intubation. Puis quand on regarde ce graphique, c'est intéressant de voir que finalement, l'échec de ventilation au masque est beaucoup plus faible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est face à une intubation difficile, en réalité, la plupart du temps, ce n'est pas toujours le cas évidemment, mais la plupart du temps, on arrivera tout simplement à reventiler son malade au masque. Donc avec des choses simples et des outils simples. L'objectif, c'est toujours d'interrompre le moins possible l'oxygénation de A à Z. Alors pour la préoxygénation, je vais passer sur les détails que vous connaissez.
Et par contre, dans la phase d'installation des drogues, c'est la phase un petit peu la zone grise où le malade commence à perdre sa spontanée. À ce moment-là, il est important de faire cette ventilation au masque facial. Et l'intubation difficile n'est absolument pas une contre-indication à cette ventilation au masque facial. On voit trop souvent des situations où les gens veulent aller vite parce que les malades sont d'intubation difficile. Mais au contraire, il faut préserver cette préoxygénation chèrement acquise dans les minutes précédentes pour prendre le relais immédiatement par une ventilation au masque facial. Et puis on peut aussi se poser la question du dogme de l'estomac plein. Le professeur Plot en parlera peut-être juste après. Mais est-ce que vraiment dans l'estomac plein c'est interdit de ventiler? Vous savez qu'en cas de désaturation, évidemment que non. Mais il y a une équipe américaine qui s'est posé la question de la ventilation chez les patients de réanimation, donc considérés estomac plein. C'est une étude de 2019, multicentrique, avec 400 patients randomisés. Donc on les induisait, et puis ils étaient randomisés, soit une ventilation au bas-vu, soit une absence de ventilation. Ce sont des patients qui avaient pour la plupart des détresses respiratoires aiguës, et le critère de jugement principal était la désaturation la plus basse. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les malades qu'on ventile au bas-vu ont des saturations plus hautes que les malades qu'on ne ventile pas, ça paraît logique, mais surtout la contrepartie n'est pas négative, c'est-à-dire que les malades n'inhalent pas. Alors évidemment, ça reste sujet à caution, à discussion, je ne dis pas que c'est la recommandation, mais en tout cas, ça fait quand même réfléchir sur l'intérêt de ne pas interrompre cette oxygénation. Donc la préoxygénation, c'est quoi? Finalement, quand on préoxygène, il ne faut pas oublier que c'est admettre la possibilité de l'échec. Alors les nouveautés, en cas d'intubation difficile, est-ce que l'oxygénation haut débit pourrait permettre la préoxygénation? Ça a été le sujet d'un travail monocentrique randomisé réalisé au CHU de Nantes, en situation d'intubation difficile prévue, en chirurgie programmée, chez des patients dont l'IMC était inférieur à 35, stratifié sur une stratégie en VS ou une stratégie en apnée. Le critère de jugement principal était la désaturation à moins de 94%, ou la nécessité de reprendre la ventilation au masque. Malheureusement, on ne voit pas de différence significative sur le critère de jugement principal chez ces patients éligibles, et probablement par un manque de puissance sur une surestimation de l'incidence du critère de jugement principal. Mais on sent qu'il y a peut-être une piste là-dessus. En tout cas, le confort était clairement amélioré pour les patients. Alors d'autres équipes se sont posées la question, est-ce que si on fait le gold standard, c'est-à-dire le masque bien étanche, plus ou moins de LED et de la PEP, et puis qu'on enchaîne directement avec une oxygénation apnéique, c'est ce qu'a fait l'équipe du professeur Jabert en réanimation, donc encore une fois des patients plutôt en détresse respiratoire, donc soit un groupe avec la VNI seule, soit un groupe avec la VNI, et on enchaîne directement avec de l'Optiflow. On voit qu'il y a une différence significative et que les malades qui ont une oxygénation continue, même pendant la phase d'apnée, ont un niveau de désaturation moins important. Il faut quand même reconnaître que la différence entre 96 n'est pas très importante, peut-être pas pertinente sur le plan clinique, mais on tient peut-être une piste. Il y a peu d'études sur l'Optiflow en oxygénation apnéique dans l'intubation difficile. Il y en a dans les situations ORL, mais peu dans l'intubation difficile. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez à votre disposition des outils simples qui vous permettent d'éviter les interruptions de tâches. Et vous pouvez mettre ce genre de canule, l'Optiflow Switch, que nous, on utilise au CHU de Nantes dès lors qu'on a une situation d'intubation difficile prévue. Et en fait, au moment où vous enlevez votre masque, l'Optiflow se déclenche et vous bénéficiez d'une oxygénation apnéique. Donc on pourrait imaginer une stratégie la plus continue possible avec un masque étanche, une ventilation au masque facial, et puis ensuite une oxygénation apnéique pendant la phase d'apnée qui correspond à la laryngoscopie. On va parler de vidéolaryngoscopie, évidemment. Je vais passer rapidement sur cette diapo, mais vous savez que la vidéolaryngoscopie a étendu ses indications au fur et à mesure des recommandations. Et la question qui se pose finalement, c'est est-ce qu'il faudrait faire de la vidéolaryngoscopie pour tous et tout le temps? Alors, on n'attend pas toujours des recommandations pour étendre les indications. Ça a été le cas pendant la crise Covid, évidemment. Et donc, on va essayer de répondre à cette question. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au départ, la vidéolaryngoscopie, elle a été conçue pour l'intubation difficile, et on opposait la vision directe à la vidéolaryngoscopie en vision indirecte. Ça, c'était, disons, dans les années 2000-2010. Et puis, les choses ont évolué avec des vidéolaryngoscopes qui permettent de faire les deux dès lors qu'on monte une lame avec une angulation normale, dite MAC ou normo-angulée. Et vous avez le choix, soit vous regardez directement, soit vous regardez via l'écran.
Ça, c'est très important à comprendre, et c'est ce qui a fait qu'on a perdu probablement des dizaines, enfin quelques années en tout cas, pour éditer des recommandations. C'est qu'on a tout mélangé dans la vidéolaryngoscopie dans les études, et que la méta-analyse de 2017 n'a pas permis de faire le point là-dessus, mais vous verrez qu'une méta-analyse de 2022 a clarifié les choses. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que la taille de la lame modifie son angulation. Ici, je prends une lame 3 et une lame 4, donc normo-angulée, et vous voyez que vous avez quand même une différence importante. Et ça, c'est ce qu'on observe quand on fait de la vidéolaryngoscopie et qu'on met des lames 4 pour tout le monde. On voit bien, mais la sonde, elle ne va pas là où on veut parce qu'on a généré une hyperangulation. Cette hyperangulation, elle peut être visible de façon très pratique quand vous faites de la vidéolaryngoscopie. Essayez de repérer votre premier anneau trachéal. Et la plupart du temps, quand vous le voyez trop bien, c'est que vous êtes un peu trop angulé, soit que votre lame est trop hyperangulée, soit qu'elle est trop grande, soit que vous tractez trop fort. En fait, on garde la mémoire musculaire de la laryngoscopie. On a été éduqués comme ça. Alors les plus jeunes, ceux qui sont en formation actuellement, auront peut-être un apprentissage différent, mais pour moi qui ai commencé avec la laryngoscopie directe, il est probable qu'au départ, on garde cette mémoire musculaire et qu'on tracte trop. Ici, je vous mets une petite vidéo toute simple prise au bloc opératoire, où on voit bien ici que quand on tracte trop, eh ben, on voit la paroi antérieure de la trachée, et la sonde, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir buter sur cette trachée. Et donc, il faut décharger un peu la laryngoscopie ou alors mettre une lame 3, ou en tout cas pas une lame hyperangulée, en dehors de critères d'intubation difficiles. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, et les recommandations de 2017 l'avaient bien précisé, c'est que la VL n'est pas un dispositif d'oxygénation. Donc méfions-nous sur ce point, mais pour autant, c'est un outil qui peut nous faire gagner du temps. Donc cette méta-analyse que vous connaissez probablement, qui est une méta-analyse de haut niveau, qui a eu l'intelligence en fait de comparer la laryngoscopie directe à la vidéolaryngoscopie en créant 3 groupes. Des groupes avec des vidéolaryngoscopes à lame normo-angulée, un groupe avec des vidéolaryngoscopes à lame hyperangulée et un groupe avec des vidéolaryngoscopes avec canal latéral. En fait, les données sont quand même assez probantes puisque l'AVL à lame normo-angulée fait mieux sur le succès au premier essai, génère moins d'échecs d'intubation, moins d'hypoxémie. Je suis d'accord, ça frôle le 1, mais ça ne le touche pas. Donc il y a moins d'hypoxémie, et dès qu'on met une lame hyperangulée, on diminue drastiquement le nombre d'intubations œsophagiennes. Donc on a un outil entre nos mains qui nous permet d'intuber mieux, plus vite, sans intubation, en diminuant le risque d'intubation œsophagienne. Donc c'est probablement un outil qu'il va falloir faire remonter dans l'algorithme, c'est-à-dire l'utiliser le plus tôt possible pour pouvoir gagner du temps. Et puis ça, vous connaissez tous ce genre de situation, hein. L'avantage de la vidéolaryngoscopie, c'est qu'elle améliore les facteurs humains positifs, que sont la binomisation, l'enseignement, ou en situation de difficulté, quand on vient, appelé par un collègue en difficulté, ou si on appelle un collègue, les gens voient tout de suite la même chose, ce qu'on appelle la conscience situationnelle, hein, qui est bien décrite dans les recommandations sur le facteur humain. Et puis ça permet aussi d'améliorer l'apprentissage, puisqu'on voit l'erreur faite par l'apprenti, et on peut le corriger en conséquence. Donc, mon point de vue, c'est que la vidéolaryngoscopie, il va falloir l'intégrer beaucoup plus tôt dans les algorithmes. Pourquoi? Pour diminuer le nombre de laryngoscopies, parce que c'est le nombre de laryngoscopies, la répétition des laryngoscopies qui fait le lit de la ventilation difficile et de l'intubation difficile. Donc plus on intubera vite, plus on pourra passer à un réel dispositif d'oxygénation en cas de difficulté. Et les recommandations espagnoles viennent de recommander l'utilisation de la vidéolaryngoscopie pour tous et tout le temps au bloc opératoire. Je vais passer rapidement là-dessus. On va parler des dispositifs susglottiques aussi, qui sont clairement notre couteau suisse, un peu peut-être sous-évalués, mais qui nous permettent de tout faire. Alors, c'est un dispositif qui est central dans tous les algorithmes, hein, que ce soit les algorithmes français, anglo-saxons ou américains, et pour cause, hein, ça contourne les difficultés de ventilation que vous pouvez avoir au masque, évidemment. Et puis aussi, et ça c'est quelque chose qu'il faut rappeler, c'est le seul dispositif qui permet à la fois de ventiler les malades, puis ensuite d'engager une procédure d'intubation à travers le dispositif, et aucun autre dispositif médical ne fait ça. Et donc c'est vraiment un dispositif qu'il faut avoir au cœur de nos algorithmes, et il faut le garder. La problématique aussi, c'est qu'on parle de tout et de n'importe quoi, entre guillemets, et on confond un peu les dispositifs avec, vous savez, le fast track qui a été pensé pour l'intubation difficile et pour l'intubation à l'aveugle. Voilà. Et les dispositifs susglottiques de première génération et de deuxième génération qui se sont améliorés avec des pressions de fuite qui sont bien plus importantes pour les dispositifs de seconde génération. Et les dispositifs de seconde génération permettent aussi l'intubation à travers eux. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie.
Et ça veut dire qu'on a tous les outils dans un bloc opératoire, dans une salle d'intervention, pour faire finalement tout ce dont on a besoin. Et puis en plus, on est face, on l'a dit au début de l'intervention, à des ruptures. Et ces ruptures, elles sont très claires, elles sont permanentes, elles sont incertaines. Donc on ne peut pas confier au fast track le cœur nucléaire de nos algorithmes alors qu'on est en rupture de dispositif. Donc en pratique, le combo gagnant, c'est quoi? C'est d'avoir des dispositifs susglottiques de dernière génération et un fibroscope. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont des études qui documentent bien ça. Il est possible d'intuber à travers ces dispositifs. Ce qu'il faut bien comprendre par contre, c'est qu'on engage l'intubation que si et seulement si la ventilation est restaurée, c'est-à-dire qu'on est face à la glotte ouverte, patient bien endormi, éventuellement curarisé, et on utilise un fibroscope pour voir ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on a fait récemment, il y a 3 mois au CHU de Nantes, jeune patiente d'intubation impossible, qui a bénéficié d'un masque laryngé et qui a pu être intubée à travers ce masque laryngé. Et on a même décidé de garder le masque laryngé pour la chirurgie. Et on a retiré l'ensemble, masque laryngé et sonde d'intubation, après la chirurgie. Et les choses sont bien passées. Quand on est en situation d'intubation impossible et de ventilation impossible, on va aborder la trachée en urgence. Les situations cannot intubate, cannot ventilate. Donc, il faut savoir que l'abord sous-glottique d'urgence, le FONA en anglais, finalement, c'est une cible anatomique, le choix d'un dispositif et une maîtrise ou non de la technique. Et personne ne peut s'en prétendre totalement expert. Et en fait, ce qu'on oublie toujours de dire aussi, c'est que la prise de décision est majeure et on est en plein dans le facteur humain. Quand on doit prendre ce genre de décision, vous l'imaginez bien. Alors pour rappel, la cible, c'est la membrane intercricothyroïdienne qui a été décrite en 2016 très bien dans un papier très précis qui montre bien à quel point elle est très superficielle, elle est avasculaire ou quasi avasculaire. Et donc c'est celle-ci, la cible de l'urgence, c'est sûrement pas la trachéo. J'en veux pour preuve cette photo que j'ai prise au bloc opératoire suite à un événement de cannot intubate, cannot ventilate, où on a dû mettre en place une cricothyroïdotomie. Puis ensuite, le malade a bénéficié d'une trachéo. Et je trouve cette image intéressante puisqu'on voit bien à quel point la trachée est profonde et qu'on n'aurait pas pu l'aborder comme on a pu le faire en 45 secondes quand on a dû prendre la décision de mettre une cricothyroïdotomie. Donc ça, c'est important de comprendre parce que vous allez aussi avoir vos collègues chirurgiens qui vont vouloir faire des trachéotomies. Il faut leur faire comprendre que c'est plutôt l'abord au niveau de la membrane intercrico. Donc c'est une seule cible et unique, mais par contre, encore une fois, on se trouve confronté à de multiples dispositifs médicaux qui génèrent de la confusion, et cette confusion, elle va être négative au moment où il faudra prendre une décision. Donc on confond souvent les dispositifs d'oxygénation et de ventilation, et je vais essayer de vous montrer que des outils simples présents dans vos blocs opératoires vous permettent d'aborder la membrane intercrico de façon sécure et performante. C'est ce qu'on appelle la technique SMS, scalpel, mandrin, sonde. Tout le monde a ça dans son bloc opératoire, tout le monde a ça dans son service d'urgence, tout le monde a ça dans son camion de SMUR. Et donc c'est un papier qui a été publié par Antoine Duras en 2017 et qui décrit la technique, qui est une technique qui n'est pas nouvelle, mais qui a l'avantage d'être ultra rapide, ultra sécurisée et qui ne nécessite aucun matériel spécifique. Et les recommandations qui sont sorties cette année de l'ASFAR sur l'intubation en dehors du bloc opératoire préconisent l'utilisation de ce SMS. Et ça, c'est une photo qu'on a prise que j'ai prise il y a 6 mois au bloc opératoire sur une trachéo impossible chez un patient qui était en choc hémorragique et qui commençait à désaturer sur une trachéo en ventilation spontanée, sous sédation. Le chirurgien n'arrivait pas à faire sa trachéo du fait du saignement, etc. Et le simple fait de lui avoir donné un mandrin, un Frova, et une sonde de 6 a permis de restaurer l'oxygénation et de protéger les voies aériennes de l'inhalation. Donc ce sont des choses qui marchent. Et enfin, très rapidement, je vais passer sur l'extubation difficile. Donc c'est quand même 30% des problèmes de gestion liés aux voies aériennes. Donc c'est pas rien non plus. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés dans la littérature depuis les dernières recommandations, mais peut-être faire le point sur les différentes situations. C'est pas toujours après une intubation difficile, ça peut aussi être après un geste à risque, une chirurgie longue, un positionnement en DV par exemple, ou en trend, et des chirurgies de tête et cou. Et puis aussi là, le facteur humain quand les choses ne se passent pas bien alors qu'elles étaient non prévues. Donc il faut encore et toujours planifier, essayer de faire un briefing, savoir qui est présent, où est-ce qu'on extube le malade. Donc je vous ai mis le petit lien sur l'enquête actuellement en cours sur le lieu d'extubation des patients en bloc opératoire. Voilà. Le matériel, est-ce qu'on a le matériel disponible? Quel matériel utiliser et pourquoi? Et puis la stratégie.
Et donc on va décider soit d'extuber son malade, soit de poursuivre la sédation, ce qui est plus rare mais ce qui est possible, soit de réaliser notamment un test de fuite, c'est plutôt vrai en réanimation, ou alors une trachéotomie. Et puis enfin, pour terminer, l'utilisation des guides échangeurs creux, dont le niveau de preuve en réalité dans la littérature n'est pas très élevé. Vous imaginez bien qu'on va avoir du mal à faire des études randomisées sur le sujet, mais quand même, c'est un outil qui fonctionne bien, mais qui a une part d'échec. Donc ce n'est pas une sécurité absolue. Ça peut être faussement rassurant d'avoir un guide échangeur creux, parce qu'il peut y avoir des mauvais placements, des retraits accidentels. Et l'oxygénation qui est possible sur ce guide peut générer du barotraumatisme si elle est mal faite, donc à prendre avec précaution. Donc pour conclure, on peut dire que parmi les leviers principaux d'amélioration des algorithmes actuels, il va falloir y intégrer très clairement le facteur humain avant même toute prise de décision matérielle. Et puis peut-être ne pas appeler ça algorithme de l'intubation difficile, mais au moins de l'intubation, ou alors au mieux de la gestion des voies aériennes. Et puis possiblement intégrer l'utilisation de la vidéolaryngoscopie avec une lame normangulée d'emblée, en dehors de risque d'intubation difficile. Et puis mettre une lame hyperangulée ou utiliser un vidéolaryngoscope avec canal latéral en cas de difficulté avérée. Il faut que le matériel, qu'on rationalise le matériel. Je pense que c'est fini les situations où on a 12 dispositifs médicaux différents, connus de personne, en rupture de stock. Donc il faut du matériel simple. Et en fait, j'espère vous avoir montré que tout ce matériel est disponible dans les salles de bloc opératoire. Et puis l'extubation difficile est encore une histoire de planification, comme toujours, comme pour l'intubation. Voilà, merci de votre attention.